Je trouve qu'on est dans la création, on peut être relativement bien aidé parce qu'il y a plein d'aides à la création, il y a plein de choses comme ça qu'on peut trouver. Alors c'est pas toujours évident, hein, mais je trouve que ça se trouve assez bien. Par exemple, j'ai fait un spectacle qui marche très bien, qui a une centaine de dates maintenant, et il marche très bien. Il joue. À chaque fois que je le présente à une personne qui est un peu dans les hautes sphères ou en tout cas qui a de quoi produire des choses, on me demande bon, c'est quoi la suite? Je lui ai dit, mais la suite, ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, j'ai un spectacle qui marche, qui fonctionne, qui est universel, qui plaît. Faisons-le tourner avant de penser à autre chose. Je pense qu'on a une vision un peu erronée du travail de metteur en scène, de metteuse en scène, qui est d'avoir une vision très précise et de prendre des gens et de les amener dans cette vision. En tout cas, c'est un peu comme ça qu'on le montre. Et pour moi, il y a beaucoup plus dans le rapport individuel et le rapport au collectif. Les gens avec qui on travaille et la manière dont on crée un climat qui les amène à développer quelque chose qui leur est propre, en fait, et qui leur appartient. C'est une part du travail qui n'est pas vraiment vue et qui est un peu considérée comme moins intéressante parce que c'est prendre soin et créer quelque chose de collectif. Bien, on va reprendre la suite de notre aventure. Je vous en prie, installez-vous. Donc c'est le chantier numéro 3. Voilà, c'est à vous pour, je crois que c'est 8 minutes. 10. 10 minutes. 10 minutes. Allez, on y va. Alors, ce chantier numéro 3, du coup, est dédié aux métiers et aux tensions sous lesquelles il se trouve. Une première tension manifeste est d'ordre, on va dire, politique, au sens le plus large du terme. Elle concerne le rôle des artistes et leur déconsidération. Il semble en effet que le dialogue avec les responsables de lieux et les tutelles se soit fortement dégradé. On ne saurait pas trop dater, mais on va dire quand même depuis la crise Covid. Partout, dans toutes les villes, les artistes déplorent un rapport de force très déséquilibré, avec des professionnels souvent inaccessibles, ne se déplaçant plus et exerçant le pouvoir d'une façon trop verticale. Les tutelles, quant à elles, sont vues comme trop souvent déconnectées et démotivées, quelle que soit leur obédience politique d'ailleurs, ne croyant plus au pouvoir d'émancipation de l'art en général et du théâtre en particulier, et souffrant, pour compléter ce tableau un peu noir, d'une vision frileuse et à court terme. Parmi les très nombreuses propositions pour remédier à cette crispation, je vous en livre quelques-unes. Les premières vont dans le sens du renforcement de la présence des artistes dans les lieux. Par exemple, en leur ouvrant la direction des théâtres de ville, en développant le principe de l'association d'un ou plusieurs artistes à un lieu, ou encore par la création de protocoles de rencontres régulières et obligatoires entre artistes et direction au sein des CDN et des scènes nationales. Plus largement, a été posée la question pourquoi ne pas organiser des réunions régulières tripartites rassemblant artistes, structures, tutelles, pour améliorer la compréhension des enjeux des uns et des autres et la coopération entre les parties prenantes. En ce qui concerne les tutelles, on a parlé de la diversification nécessaire de la composition professionnelle des commissions, en y introduisant par exemple des spectateurs assidus, des universitaires ou pourquoi pas des travailleurs sociaux. Il a été aussi souvent question, de manière un peu cruelle, il faut bien le dire, de l'instauration d'une formation artistique obligatoire pour tous les responsables en charge de politique culturelle. Enfin, à destination de tout le monde, programmateurs et membres des commissions, pourquoi ne pas mettre en place, via une plateforme dédiée, un nombre minimum obligatoire de spectacles à aller voir. C'est donc exprimé véritablement un malaise dans la relation entre artistes et acteurs culturels, mais ce malaise prend également d'autres formes concernant le travail proprement dit des artistes. Oui, dans l'atelier responsabilité, c'est aussi beaucoup exprimé ce ressenti de forte hiérarchie à l'œuvre et de hiérarchie très sclérosée en fait. Et ces hiérarchies portent pas seulement entre les personnes, mais aussi sur la nature du travail.
Beaucoup des metteurs et metteuses en scène que nous avons rencontrés font ce qu'on appelle du travail de territoire. Ils et elles sont tous très attachés à ce travail de territoire qui, de leur dire, est de nature à renouveler le pacte démocratique par toutes les interactions que ce travail suppose avec les habitants d'un territoire et avec toute la population qui ne va pas naturellement au théâtre. Cependant, il et elle déplorent que ces projets donnent peu droit à reconnaissance de la part des tutelles et des pairs. Souvent, il est dit, quand on fait ce travail, personne ne vient nous voir et c'est peu pris en compte quand on va demander des subventions, ensuite dans les conventions, etc. En termes de propositions, cela se traduit donc ainsi: accorder plus de reconnaissance et de soutien financier aux artistes qui travaillent sur le terrain. Alors, tension politique, mais bien sûr, évidemment, tension économique, baisse des subventions, contexte budgétaire très, très contraint. Et tout ce contexte aiguise les critiques sur le mode d'attribution des subventions, qui est jugé opaque et dont les critères semblent aujourd'hui décalés par rapport à la réalité, notamment la réduction des créneaux de programmation et donc des possibilités de diffusion. Dans les propositions, en dehors du doublement du budget de la culture et de la meilleure répartition des subventions, il a été question de rendre les modalités d'accès et de répartition de ces subventions plus transparentes, de mettre en place des critères objectifs et systématiques pour l'attribution de subventions, basés par exemple sur les questions d'écologie ou de diversité. Et plus largement, il serait peut-être temps, nous a-t-on suggéré, de revisiter le cahier des charges pour les demandes d'aide à l'aune de la crise actuelle, en rééquilibrant par exemple le rapport dans le comptage de l'activité entre diffusion et action culturelle. Tension politique, économique, mais aussi peut-être tension démocratique. Qu'en est-il de la liberté de création ? Alors, la question qui a été posée, c'est: la liberté est-elle en péril ? C'est pas ça qui s'est exprimé, c'est pas l'idée d'une liberté en péril. Il y a l'idée qu'un cadre juridique existe et qu'il a été encore renforcé par la ministre de la Culture, et que ce cadre juridique, il est suffisant probablement pour les cas qui donnent lieu à juridiction. Ce qui a été beaucoup nommé, c'est la question de l'autocensure. Et cette autocensure, elle intervient à différents niveaux. Alors, on a essayé de les classer. Il y a un niveau qui est celui du choix des œuvres qu'on veut monter. Et là, c'est beaucoup la question de la tension économique qui vient là. Grosso modo, si on veut faire carrière et arriver à défendre son spectacle, il y a sans doute des thématiques qu'il faut mieux éviter. Exemple, le spectacle jeune public qui met en scène la question des genres. Aujourd'hui, ça peut être problématique pour la diffusion. Un autre niveau d'intervention sur l'autocensure, ça a été de nommer une frilosité des programmateurs et programmatrices qui invoque alors soit une pression des élus, aussi pour les mêmes questions de sujets possiblement clivants, et puis aussi en invoquant des attentes du public qui aurait envie de plus de divertissement plutôt que des sujets possiblement qui grattent. Et du coup, ça vient poser la question de la fonction des œuvres, en fait, aujourd'hui. Est-ce qu'elle a bougé ? En fait, est-ce qu'on accepte que sur une scène, une œuvre puisse encore donner lieu à débat ? Ce qui semblait aller de soi il y a quelques années ne va plus nécessairement de soi. Et il y a besoin de redébattre sur cette question aujourd'hui entre artistes, opérateurs culturels et élus. Et puis, enfin, il a souvent été question, dans l'atelier responsabilité, d'appropriation culturelle. Alors, l'exemple d'une question débattue, c'était je suis auteur et metteur en scène d'une pièce, je suis blanc, français, je fais parler des femmes afghanes dans ma pièce. En fait, est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Dans quelles conditions j'ai le droit de faire ça ? Et souvent, il y avait la clause Lorraine Marx, pour ceux qui connaissent cette performeuse, qui a été citée, en faisant une différence entre appropriation culturelle et appréciation culturelle.
La clause, c'est moi qui mets ce mot-là, étant si je ne suis pas moi-même trans, je peux prendre la parole au nom des personnes, mais à condition dans le processus de création d'être accompagnée par des personnes trans. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas les solutions, que ça pose plein de questions et que cela se traduit en termes de propositions par un besoin de sensibiliser les artistes et les institutions aux enjeux d'appropriation culturelle en favorisant une approche participative. J'ai pas fini. Encore un petit. Il reste un petit bout. Donc pour la bonne mise en œuvre d'un projet de spectacle, on a parlé de liberté, on a parlé d'argent, on a parlé de confiance à restaurer. Et à ces critères déterminants s'en ajoute un quatrième qui n'est pas le moindre, qui est revenu de façon très très régulière, c'est la question du temps. Le temps qu'il faudrait rémunérer, on l'a vu, de recherche, d'expérimentation nécessaire pour mûrir un spectacle de qualité. La non-concordance des temps entre structures et artistes, obligés de parler de leur spectacle très en amont de sa création, ou surchargés par les demandes de travail d'action culturelle qui leur sont faites. Le temps, c'est enfin le temps long, l'inscription du travail dans la durée, pour faire d'un spectacle, je cite, autre chose qu'un produit jetable qui chasse l'autre. Et donc les artistes ont besoin du soutien durable de partenaires non seulement fidèles, mais véritablement curieux de leur travail, qui permet le déploiement d'une œuvre au long cours. Quelques propositions rapidement, du plus simple au plus compliqué peut-être à mettre en place. Pourquoi ne pas inciter les lieux à accueillir les artistes en résidence de travail déjà sur des périodes longues, plutôt que de multiplier des périodes courtes, ce qui représenterait un gain de temps et de montage et de démontage par exemple, et donc d'argent, et qui renforcerait la qualité du travail avec les équipes des théâtres. Pourquoi ne pas associer systématiquement un artiste à une structure pendant 3 ans, avec évidemment pour corollaire l'interdiction pour un même artiste d'être associé à plusieurs lieux. Et enfin, pourquoi ne pas rêver de développer des équipes artistiques permanentes? Bien, merci beaucoup. Il y a une chaise qu'on a rajoutée parce qu'on est décidément très nombreux aux assises. Donc beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes. C'est un chantier très très vaste. On va essayer d'aller assez vite, sachant que vous trouverez beaucoup de choses dans le rapport, notamment dans les propositions et les constats qui ont été faits. On va commencer sur un sujet politique, qui est celui de la censure et de la liberté de création. Judith Pavard, qui est artiste et qui préside la Fédération nationale des arts de la rue, qui a suivi, je crois, 6 éditions des assises, donc merci de cette fidélité. Aujourd'hui, il y a une censure qui s'exerce sur ton secteur, celui de l'art dans l'espace public. Si oui, sous quelle forme? Alors, merci de l'invitation. Oui, j'ai suivi 6 des assises dans différentes villes. Bravo pour ce travail et pour cette organisation. Je suis coprésidente. Nous sommes 3 au bureau, avec Serge Calvier et Philippe Violanti. La censure, elle existe, je crois, elle est partagée dans tous nos secteurs des arts vivants, mais aussi même enregistrés. Il y a une vraie censure qui s'opère et je ne peux que féliciter le nouveau contrat de la ministre, le nouveau plan sur la liberté de création qui vient d'être mis en place avec ce conventionnement pour l'Observatoire de la liberté de création, qui est le résultat d'un long travail mené notamment par Sylvie Robert qui est à côté de moi, et la loi LCAP. Nous avions été auditionnés, nous, au Sénat sur ce sujet l'an dernier, ou il y a 2 ans, je ne me souviens plus. Oui, il y a une censure qui s'opère. Elle s'opère par des syndicats, je vais nommer. Oui, allez, je vais nommer. La parole, il n'y a pas de censure hein, ici. Allez, il n'y a pas de censure. Je vais nommer le syndicat Alliance, qui est un syndicat un peu connu de police, qui, sur certains sujets, a censuré certains spectacles. Ça, nous avons ces remontées. Il y a aussi des censures qui se font par des mobilisations de militants souvent féministes, mais pas que. Qui amène aussi à de l'autocensure. Il y a des sujets qui sont de moins en moins abordés, de peur d'être chahutés dans l'espace public, mais aussi de ne pas être programmés, tout simplement. Donc on arrive à des compagnies qui préfèrent le multilangage, avec le multidiscours, un discours sans nommer, sans préciser sa pensée, de façon à avoir un point de vue multi-intentionnel.
et échapper à la censure. Il y a des sujets aussi qui sont très peu évoqués également. Donc oui, il y a une problématique de censure dans l'espace public. Pour préciser, est-ce qu'il y a aussi une censure passive, c'est-à-dire une censure qui consiste à dire non, je prends pas ton spectacle parce que c'est un peu compliqué, mais j'aime beaucoup ce que tu fais. Je résume, mais ça peut être ça. Ça, je pense qu'elle a lieu un peu partout. Ça, c'est la programmation. Les programmateurs sont libres. Elle s'intensifie dans les régions qui sont concernées. Pour ne pas citer Haut-Rhin et Pays de la Loire. Il y aurait une censure du courage, en quelque sorte. Oui, il y aurait une censure du courage. Et puis, on travaille avec les collectivités. Nous, les Arts de la rue, on travaille énormément avec les élus, avec les collectivités. C'est le gros de notre diffusion. Et évidemment, ils ont peur de ne pas plaire, de déplaire à leur... Et justement, à cet endroit, est-ce que la Fédération nationale des arts de la rue, en tant qu'organisation, a pris des initiatives, notamment en direction de certaines collectivités, ce qui évite l'affrontement direct entre telle équipe et une commune, par exemple? Est-ce que vous faites l'intermédiaire? Est-ce que vous faites de l'intercession, de la négociation? Oui, ça nous est déjà arrivé. On fait partie aussi de l'Observatoire sur la liberté de création qui est géré par Agnès Tricouard, on en fait partie, mais ça nous est arrivé évidemment de prendre des rendez-vous avec des collectivités sur des sujets où il y avait des censures. Oui. Ces 5 dernières années, depuis que en tout cas, je peux en témoigner. Dans l'espace public, il y a beaucoup de contraintes qui sont d'ordre sécuritaire, par définition. Est-ce que cette censure se déguise sous des motifs simplement d'ordre public ou des motifs purement techniques, ou est-ce que s'énonce politiquement ? Moi, je crois qu'il y a un peu des deux. Les tensions sécuritaires, elles sont là. Les risques attentats sont réels. Et donc, il y a une mise en place de RP dans l'espace public qui est concrète, qui est réelle, avec des fouilles du public en entrée des villes qui accueillent ces festivals, mais aussi des grillages, des barrières Vauban qui sont installées avec des jauges, ce qui n'existait pas, et puis des spectacles qui sont considérés peut-être comme dangereux de par leur nature, s'il s'agit de montgolfières, de feu. Oui, il y a ça s'est rigidifié. Et ce sont les metteuses et metteurs en scène de ces spectacles qui sont au front, qui sont en première ligne pour discuter avec, entre guillemets, les censeurs? Ça arrive, et ça arrive que l'on soit de concert avec eux, notamment en relisant le cahier des charges techniques, des fois qui est un peu lourd. Il est vrai, dans certains festivals, il y a des demandes qui sont faites, qui sont de plus en plus lourdes, oui. Peut-être aussi parce qu'il y a une crise de la diffusion, qu'il y a de plus en plus de spectateurs dans ces festivals, mais pas de plus en plus de spectacles, puisqu'il faut gérer le public, gérer les compagnies. Et donc, il y a une crise de la diffusion avec un entonnoir qui s'est créé, ça c'est évident. Et des critères sont arrivés et qui peuvent permettre aussi de faire une sélection qui n'existait pas auparavant. Sylvie Robert, vice-présidente du Sénat, rapporteure du rapport consacré à la liberté de création. La question qu'on avait posée, c'est est-ce qu'il y a un péril ? J'ai envie de poser la même question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un péril ? Et si oui, que fait-on pour y répondre? D'abord, merci de m'avoir invité et merci pour cette initiative. Je répondrai très simplement oui. Lorsque nous avons commencé notre mission d'information sur l'évaluation de la loi LCAP, moi j'avais la chance d'avoir été assez active sur cette loi. Je me souviens avec mes collègues à l'époque, on était tellement heureux d'avoir réussi à faire passer l'article 1, la création est libre, l'article 2, la diffusion également. Je ne pensais pas que 8 ans après, finalement, ces questions-là allaient avaient pris autant d'importance et allaient être aussi essentielles. Au fil de nos auditions sur le rapport, je peux vous dire, et on a à la fois auditionné le secteur subventionné, le secteur privé, l'ensemble des esthétiques, tout le monde nous a parlé de cette question de liberté de création. Tout le monde. Donc, on s'est vraiment dit que c'était un sujet et qu'il fallait qu'on le traite. Ce n'était pas obligatoirement aussi, je dirais, clair lorsque nous avons commencé nos travaux. Mais ça l'est devenu vraiment et donc nous avons décidé d'en faire un passage très important de notre rapport.
pour que cette liberté de création soit garantie et soit réellement effective, il y a 2 conditions. La première des conditions, c'est d'avoir les moyens pour les artistes de pouvoir créer. C'est assez simple. Hein. Bah, aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Deuxième condition, c'est de créer les conditions pour que la diffusion aussi, parce que l'un ne va pas sans l'autre, puisse être à l'œuvre et se développer. Ce que je viens d'entendre de la part de Judith et ce qu'on observe aujourd'hui, le constat est simple. Donc déjà sur les 2 conditions pour que cette liberté de création soit effective, aujourd'hui dans le contexte actuel, j'arrive de la loi de finances de vendredi dernier sur le budget culture du ministère de la Culture, on voit ce qui se passe dans un certain nombre de régions, on voit dans quelle situation sont les collectivités. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, la liberté de création, aujourd'hui, est en danger, je peux le dire comme ça. Elle est en danger aussi parce que on vit dans un monde, dans une société extrêmement polarisée, où finalement les débats que l'on retrouve dans l'espace public, on va dire au-delà des réseaux sociaux, mais je vais en parler parce que c'est un phénomène qui est apparu et qui, on va dire, aggrave et amplifie en plus le sujet, eh bien, se retrouve sur cette liberté de création. On a bien observé que les chefs d'accusation, on va dire, se sont diversifiés, que ceux qui, à un moment, peuvent être à l'œuvre pour des annulations, pour des intimidations, pour des entraves, là aussi sont devenus beaucoup plus hétérogènes qu'avant. Et donc vous avez, ce qu'on a dit, un climat qui s'est installé depuis ces dernières années et qui nous a poussé à demander au ministère, j'ai eu le ministère plusieurs fois en ligne, à ce qu'il puisse y avoir... alors c'est un plan, pour l'instant c'est un plan, on attend le haut fonctionnaire, hein, mais en tout cas qu'un certain nombre de dispositions puissent être à l'œuvre. Il y a des dispositions législatives, hein, on l'a mis dans notre rapport sur l'article 2, sur la question du délit d'entrave. Aujourd'hui, personne ne porte plainte, hein, pour des raisons qui sont que... ce qu'on avait mis dans la loi à l'époque, on ne pensait pas, qui sont les conditions de constitution du délit, sont beaucoup trop exigeantes et on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué. Et donc il va falloir qu'on travaille entre le ministère de la Culture et le ministère de la Justice pour pouvoir simplifier ces procédures. Mais je crois qu'il y a des dispositions législatives, il y a des dispositions qui sont assez simples, le guide, la sensibilisation, etc. Mais ça n'est pas anodin. Ça n'est pas anodin, je pense que ça fait partie Et puis vous avez, alors nous on avait été très loin, moi je voulais un défenseur de la liberté de création sur le modèle du défenseur des droits. Alors là on m'a dit, dans le contexte actuel, mais comme la défenseur des droits aujourd'hui n'a pas dans ses missions... Mais on pourrait y rajouter cette compétence. Bah oui, j'ai proposé, voilà. Ce serait intéressant de pouvoir travailler sur ce sujet-là. Donc c'est un sujet qui n'est pas très documenté parce qu'il est délicat, il est sensible. Stéphane, tu as parlé très justement d'autocensure. C'est compliqué l'autocensure à déceler, hein. À part, oui, on m'a dit que je crois qu'il vaudrait mieux pas. Moi, il y a des élus qui m'ont dit qu'ils avaient été... il faut vraiment voir que c'est très, très complexe. Il y a à la fois des élus qui sont victimes, je dirais, d'intimidation de la part de mouvements extrémistes qui, via des réseaux sociaux, via des lettres, leur disent... Peut-être que ce sujet, faudrait peut-être pas l'aborder et que on a vu que dans ce festival, voilà. Est-ce qu'il y a une désinhibition de la parole des élus ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on peut dire à voix haute ce qu'on pensait à voix basse avant. Je pense que oui. Mais je pense que c'est aussi, malheureusement, ce que nous vivons aujourd'hui dans notre société en termes de débat public. D'accord. Je suis effarée de ce qui se passe. D'abord parce que sur la question de la désinformation, et moi je travaille beaucoup sur la question des médias, finalement, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est de croire et non pas tout simplement de regarder ce qui est vrai. La vérité n'est plus un axiome principal. Donc vous avez une sorte de débat public qui se fonde sur des croyances, et qui alimente des boucles, des communautés, et je peux vous dire qu'un certain nombre d'élus dans certains territoires, et des petits territoires, au sens, c'est pas la grande ville. À la limite, dans les grandes villes, bon, on est peut-être plus armés, mais dans le milieu rural, et moi j'en ai eu l'expérience en Ille-et-Vilaine,
je peux vous dire que ça peut être très violent. Et du coup, derrière, il y a une forme, oui, d'autocensure qui s'exerce. En tout cas, merci pour le travail fait par le Sénat, qui est la Chambre des territoires. Absolument. Donc le rapport aux élus, il est essentiel, et oui. merci d'avoir lancé ce travail. Je comprends que c'est un chantier qui est à l'œuvre avec le ministère. Laurent Atta, metteur en scène, qui travaille dans 2 régions, à savoir les Hauts-de-France et la région Sud ou PACA. Je vous laisse choisir le terme. Toi, tu ressens cette tension politique sur le terrain en ce moment de façon différente par rapport à il y a quelques années? Très clairement. Et pour prolonger ma question, est-ce que ça pourrait te conduire à un moment formater un projet ou renoncer à un projet? Alors, je vais d'abord répondre à la première partie de la question, hein, et la deuxième partie, je vais essayer d'être très honnête avec ta question. Très concrètement, oui. D'abord, c'est évident que depuis les annonces des Pays de la Loire et puis du ministère de la Culture, il y a par exemple l'inquiétude budgétaire, l'inquiétude économique. Que ce soit comment vont réagir les régions. Alors, on est un peu en suspens puisque on n'a pas de budget de l'État en ce moment, donc les régions ne savent pas encore exactement à quelle sauce elles vont être mangées. Les bruits qui courent, aussi bien en région Hauts-de-France qu'en PACA, c'est à noter parce que ce sont des régions dirigées à droite, mais qui ont une forme d'habitude, je dirais, de soutenir la culture et qui apparemment ont envie de maintenir cette chose-là. Donc on serait plutôt sur 5 à 10% de baisse, en essayant d'impacter le moins possible. C'est des bruits qui courent, hein, je ne vous fais pas une prédiction, le spectacle vivant en lui-même, les compagnies en particulier. Voilà, ce serait plutôt reporté sur les gros équipements ou les gros événementiels ponctuels. Ça, c'est la première inquiétude, et on ne saura pas où on va tant que le budget de l'État ne sera pas voté et que les régions ne seront pas avancées sur cette question-là. Mais évidemment, et dans les Hauts-de-France, vous le savez bien, le gros problème qu'on a, c'est l'étranglement, l'étouffement qui se produit au sein de municipalités qui ont été parfois depuis longtemps prises en main par le Rassemblement national, des structures culturelles. C'est-à-dire que pendant un temps, on fait profil bas, hein, on laisse les choses en place, et puis on étouffe, on fatigue, et on oblige, je dirais, les personnes compétentes à partir, à laisser la place à des hommes ou des femmes de paille qui, elles, d'une certaine manière, orientent réellement. Et alors là, du coup, la question de l'autocensure commence à se poser. Alors, quand par exemple, c'est le temple à Hénin-Beaumont ou l'escapade le temple à Bruy-la-Bussière, pardon, et l'escapade à Hénin-Beaumont, on en fait un cas. Et on lutte politiquement. Il y a les syndicats qui s'en emparent et on rend la chose visible. Quand c'est en train de se faire dans les endroits qu'on n'a pas identifiés, oui, effectivement, je pense qu'il y a des gens qui... parce que l'endroit dans lequel ils agissent en tant qu'acteurs culturels est parfois plus fragile, sont obligés d'intégrer cette chose-là, malheureusement. Sur ce point, il y a comme constat unanime un état de solitude des metteurs en scène qui sont dans leur couloir de nage et qui essaient de mener leurs projets, etc. Une réponse collective est-elle envisageable et sous quelle forme? Parce que comment résister à cela seul? La réponse, elle ne peut être que collective, Stéphane. Je ne vois pas autrement. Effectivement, si on reste seul, on est seul. Mais si on va au Syndeac avec sa compagnie, si on va au CNMS en tant que metteur en scène, ou au Cinavi, ou encore au SFA aussi en tant qu'interprète, ou au Sénat, ou au Sénat, on n'est plus seul. Et je pense c'est des débats qu'on a au sein de ces cénacles-là, ultra important d'avoir une position commune par rapport à cette politique d'étouffement, d'étranglement. Mais ça peut passer aussi par un dialogue qui se renoue autrement avec le politique, pas exclusivement au sein de la profession. C'est pour ça que j'évoquais le Sénat. Alors c'est pour ça que j'ai commencé par le cas des 2 régions de droite qui, comment dire, d'une certaine manière, essayent d'absorber le choc. De maintenir les structures.
Là, il y a des possibilités de discussion encore. Okay. Hein, peut-être il faut élargir un peu son mode de pensée à cet endroit-là, mais il y a des alliances tactiques à avoir. Très bien. Tristan Petit-Girard, auteur, metteur en scène, producteur. On parlait en coulisses de la tension économique. Elle s'exprime comment aujourd'hui dans le secteur qui est le tien? Bonsoir, bonjour et merci de m'avoir invité. Alors, il y a une tension économique qui est extrême et qui est très diverse. Déjà, effectivement, moi, je travaille plus dans le théâtre privé, mais en fait, on a une fausse image du théâtre privé qui est extrêmement, quelque part, subventionné à 2 niveaux. Déjà dans la création par ce qu'on appelle la STP, mais aussi et surtout par les tournées. C'est-à-dire que, vous allez dans des théâtres municipaux de ville, il y a autant de spectacles du théâtre privé que de théâtre public qui sont programmés, et quand tout d'un coup ça commence à baisser, ça baisse pour tout le monde. On est sur une immense majorité des compagnies sont aussi, si elles ne sont pas conventionnées, sont privées. Et tout d'un coup, quand il n'y a pas de subvention ou quand elles n'ont pas de programmation, elles se retrouvent en difficulté. On est soumis déjà, alors heureusement il y a une baisse de l'électricité actuellement qui va arriver, qui va absorber les coûts, mais on est un métier où on n'a pas pu augmenter les prix. Parce que la sortie, c'est la dernière chose qu'on va programmer, c'est le plaisir. Donc l'inflation, je dis n'importe quoi, on a tous vu quand on fait des courses, notre panier a augmenté de 20%, à tous, parce que on ne peut pas se priver de manger. Et les gens peuvent malheureusement, moi je ne pense pas qu'on peut se priver de théâtre, mais les gens peuvent arriver à vivre sans aller au spectacle, et nous, pour rester entre guillemets compétitifs, les prix n'ont pas pu augmenter. Ça veut dire moins de monde sur le plateau, ça veut dire un formatage des formes? Ça veut dire parfois moins de monde sur le plateau, ça veut dire des économies sur les décors, énormément. On ne se rend pas compte, le coût des matières premières, on a une tension économique sur notre création pure en tant que metteuse en scène et metteur en scène sur qu'est-ce qu'on peut faire comme scénographie. Entre il y a 5 ans ou 6 ans, le même décor que je ferais a pris 30%. 30%, c'est monumental. Et il n'y a eu aucune... Et le prix de vente n'a pas pris 30%. Et le prix de vente est en train de baisser. Le prix moyen payé par les municipalités par spectacle est en train de... Et je n'ai rien contre les programmateurs. J'ai beaucoup d'amis programmateurs qui, leur nombre de spectacles programmables baisse dramatiquement. Et vu que c'est formidable, on a tous cette envie de création, il y a de plus en plus de spectacles créés pour de moins en moins de créneaux de programmation. Et là où j'ai des spectacles qui pourraient faire aujourd'hui un spectacle produit dans le théâtre privé qui fait une 30aine de dates, on est heureux. Un spectacle produit dans le théâtre privé, s'il ne faisait pas moins de 50 ou 60 dates, je vous parle d'il y a 5 ans ou 6 ans, on considérait que c'était un échec. Tous les spectacles, le volume a baissé de 30 à parfois 40% du nombre de dates programmées. Et donc, vu que l'immense majorité des spectacles produits dans des théâtres privés en région ou même à Paris sortent déficitaires, l'immense majorité, il faut bien se mettre ça dans la tête, on arrive, quand le spectacle fonctionne, à équilibrer sur la tournée. Le fait d'avoir ça qui disparaît devient véritablement une catastrophe. Alors, puisqu'il faut... Moi, j'aime toujours mettre un peu d'espoir aussi dedans. Le théâtre privé a aussi fait une renaissance avec l'abandon aussi un peu des succès uniquement dus aux vedettes. Et donc on a, vous voyez, des spectacles comme 4211, qui est des spectacles qui racontent la trajectoire de 4211, c'est la distance entre Paris et Téhéran. Donc on a aussi cet espoir qui fait qu'il y a des sujets forts, qui ne sont pas uniquement dans le divertissement, qui sont abordés. Mais je vous citais exemple d'Alexis Michalix, dont il y a un spectacle Passeport, et le spectacle qui est le moins programmé parce qu'il parle des migrants. Le spectacle qui a reçu cette année le Molière de la comédie, ça va bien, quand on va mal, qui parle aussi des genres, de tout ça, qui est une comédie très fine, a fait 10 dates de tournée. Pourquoi? Cette censure dont on parlait, cette censure, elle est universelle, elle ne s'applique pas uniquement en direction du public. Elle est universelle, mais ça a des conséquences vraiment très fortes. Juste un petit mot, mais très rapide, de Marie-Pia sur la censure. Toi, au niveau de l'ONDA, tu entends le même discours de tous ceux que tu rencontres? Ouais, tout à l'heure, Sylvie Robert a prononcé le mot d'intimidation, et j'ai beaucoup de récits qui vont dans ce sens-là. Et on ne sait pas très bien comment agir, ça ne relève pas du juridique, c'est avant. D'accord.
C'est surtout ça qu'on nous raconte. Et effectivement, ça vient souvent d'élus, mais qui eux-mêmes ont des pressions d'associations autour et avec des directeurs et directrices de salles qui sont en position difficile parce que parfois, affirmer un courage, ça peut être mettre en péril son théâtre. L'outil lui-même, le projet lui-même. Et donc, les positionnements sont compliqués. Sur un thème qui est très largement revenu, Audrey Bertrand, qui est metteuse en scène et qui s'occupe d'un lieu, tu expliqueras en 2 minutes, dans le 93, en 1 minute. La question qui est beaucoup revenue dans les prises de parole, c'est celle d'un sentiment de déconsidération ou d'instrumentalisation entre l'acte de création et une sorte d'utilité sociale à mener des politiques d'éducation, de sensibilisation, etc. Je ne prends pas parti, hein, je dis ce qui a été dit. Et en même temps, une déconsidération de la place de l'artiste dans le projet global, dans le projet national. Est-ce qu'à l'endroit où tu es, c'est-à-dire vraiment dans un territoire dont on connaît la difficulté, qui est celui du 93, tu exprimerais le même sentiment de déconsidération? Oui. Proche du micro. Oui, mais je prenais le temps de réfléchir pour bien répondre. Oui, mais je ne crois pas que ça soit nécessairement au sein du 93. Je pense qu'aujourd'hui, donc effectivement, on l'a beaucoup entendu lors de ces assises, il y a la question de l'artiste sur le territoire ou les territoires. Et ça, c'est vraiment une question qui est revenue, et tant mieux. Dans mon parcours personnel également, j'ai toujours eu pour habitude, pour engagement, parce que je considère que c'est aussi un devoir de citoyen, d'artiste et de citoyen, d'être au plus près des publics et d'aller les rencontrer, et d'aller penser des gestes artistiques de joie, de rassemblement, de débat. On parlait de débat, mais c'est aussi à cet endroit-là que ça se joue. Et effectivement, durant toutes ces assises, les metteuses et metteurs en scène ont beaucoup parlé de leur engagement sur les territoires et de tout le temps finalement qu'ils prenaient ou qu'elles prenaient à faire, que ce soit des ateliers théâtre, que ce soit des spectacles hors les murs, que ce soit des actes de sensibilisation et de partage, et avec pour sentiment, bon, pas du tout au niveau des publics, et ça effectivement je pense que vu tout ce qu'on entend, c'est important de le dire, c'est hyper joyeux, en fait, c'est hyper bien reçu, effectivement, au niveau des structures. Et je ne parle pas forcément ici des collèges et lycées, parce que bien souvent, on a pour habitude de s'arrêter ici, mais de tous les publics qu'on peut rencontrer, de toutes les actions qu'on peut mener et proposer. Les publics sont très réceptifs. Les personnes qui dirigent des associations territoriales ou les acteurs territoriaux sont très réceptifs aussi. Donc là, c'est vraiment un moment de joie, où on ne se sent pas du tout déconsidéré, bien au contraire, où la place de l'artiste citoyen, acteur d'un débat, et je pense aussi à un endroit où on se retrouve comme, pas hors sol, j'ai envie de dire, où on est vraiment à l'endroit où on questionne les gens et les gens nous questionnent aussi, donc il y a cet aller-retour. Et à un autre endroit, effectivement, au niveau des pouvoirs publics et des tutelles, des directions de lieux, etc., on va souvent ressentir qu'on est mis dans une case d'artiste intervenant, de pédagogue, et qui enlève un peu cette fonction de créateur ou de créatrice, alors qu'elle est évidemment exactement à cet endroit-là. C'est exactement à cet endroit que ça joue. Et bien souvent, aujourd'hui, il n'y a plus que des ateliers théâtre. C'est une recherche territoriale. C'est un échange territorial fort, une rencontre qui nous permet de créer des choses en lien avec les publics et dans lesquelles ils vont se reconnaître, dans lesquelles on va se reconnaître. Mais est-ce que la réponse, ça peut être justement de se dire, on n'est pas uniquement à fabriquer des produits qui doivent circuler le plus possible, mais on doit aussi inscrire un travail de création dans une population, dans un territoire, et ça a autant de valeur. Bien sûr, ah bah ça c'est sûr. Alors je pense quand même que c'est important que le travail puisse circuler et que du coup les spectacles puissent quand même être diffusés, puisqu'on les joue pour les publics et qu'ils doivent rencontrer nos publics. Mais effectivement, inscrire son travail dans un territoire et rencontrer de plus en plus les publics qui finalement eux-mêmes se créent une propre fidélisation à notre travail et au travail d'une compagnie, et en quelque sorte qui permettent d'abattre les frontières, et c'est ce qui se passe en fait finalement, le rapport artiste-public, je dirais pas disparaît, mais en tout cas il y a une compréhension énorme qui se joue ici, et encore une fois, ce qui permet le rassemblement, la joie dans un contexte politique où il me semble que c'est
extrêmement nécessaire. Dans le cadre effectivement donc d'étroité du théâtre dans lequel on s'implante à Saint-Denis, la première mission était effectivement de faire un travail de proximité, un travail local, voilà, pour implanter le théâtre, créer des habitudes et aussi permettre aux artistes d'être toujours à la rencontre. Mais qui n'obère pas la création. Comment ? Qui n'obère pas la création. Ah non, pas du tout, bien au contraire. Nous, c'est exactement ce qu'on dit, c'est que nous, on est créateurs, on est artistes, c'est notre fonction première, et ne jamais oublier ça pour éviter justement de toujours se retrouver dans ces cases qui, évidemment, nous collent bien à la peau très souvent. Et peut-être pour ajouter, on a de plus en plus aujourd'hui de cas où en fait les metteuses et metteurs en scène et les porteurs et porteuses de projets vont nous dire qu'ils commencent à avoir énormément d'argent. Énormément, là j'abuse un peu peut-être, mais en tout cas une quantité d'argent. Voilà. Mais le ding a sonné, Audrey. Que pour la création. C'était ça que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui on est plus subventionné pour ça. Merci, mais c'est des sujets très importants, donc on peut peut-être déraper de 3 minutes, Jean-Pierre. Géraldine Mercier, déléguée aux arts du théâtre et aux arts associés. Quand on entend ça, on s'inquiète. Comment accompagner le parcours des metteurs en scène ? Comment faire en sorte que... Alors, le ministère n'est pas là pour répondre à tous les sujets nationaux, politiques, on le sait, surtout dans les purs budgétaires qu'on annonce. Mais il y a une responsabilité, je dirais, de sympathie avec ce métier. Comment on peut faire en sorte que ces parcours puissent exister dans la durée? Alors d'abord, merci pour cette organisation et cette analyse globale, parce que c'est vrai que c'est une photographie d'une très grande justesse, je trouve. Comment on fait pour accompagner les parcours ? Il existe des dispositifs, là, tous les gens qui sont ici dans cette salle les connaissent, par les aides au projet, bien entendu, le passage en conventionnement, le compagnonnage qui a été cité tout à l'heure, que vous connaissez les uns et les autres. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit sur l'inquiétude, effectivement, quant à la diffusion qui est nommée, sur le plan qui vient d'être mis en place pour la liberté de création. Comment on accompagne des parcours? On sait que ça passe aussi par de l'écoute, c'est-à-dire par des temps d'échange, en tout cas à l'endroit où je me trouve, moi, à la délégation au théâtre et aux arts associés, tant dans les labels que dans les compagnies que nous accompagnons, que les organismes professionnels, c'est des temps d'échange sur ce qui est de l'ordre général et qui est parfaitement décrit ici, et puis ce qui est de l'ordre plus particulier qui rejoint les questions dont on vient de parler, notamment la liberté de création, c'est-à-dire comment, effectivement, on échange sur, de manière générale, ne pas baisser le niveau d'exigence que l'on se fixe, soit parce que on renonce à des répertoires, pour des raisons diverses, parce qu'on se sent empêché, parce qu'on se sent intimidé, mais aussi pour des raisons en effet économiques, parce qu'il faut moins de personnes au plateau. Donc ça passe aussi, je pense, par un lien constant et puis par des discussions autour de ce que c'est que fabriquer un spectacle, ce que c'est que porter cette parole et comment est-ce qu'on peut accompagner ces choix en essayant d'encourager à en effet ne pas baisser le niveau d'exigence. Il y a une chose quand même dont on peut se réjouir aujourd'hui, c'est quand même la présence des femmes qui... Alors on sait qu'on n'est pas encore arrivé au niveau sur le plan des budgets de production, mais on peut quand même aujourd'hui se réjouir sur l'aide aux compagnies et sur le nombre de compagnies. C'est la représentation des femmes qui proposent des spectacles de grand format de plus en plus, et sur cet endroit de la parité. Je crois que ça, c'est un combat qui est toujours à mener, mais qui a quand même réellement progressé de manière globale sur le plan politique, sur le plan aussi de la presse même, et du soutien à ces initiatives. Voilà. Il faut rappeler que l'action du ministère de la Culture, elle n'est pas uniquement à l'échelon central, mais que pour la plupart de ceux qui sont dans cette salle, elle s'énonce à l'échelon déconcentré. Ça veut dire que cette philosophie
du dialogue, elle doit aussi s'exprimer au niveau des DRAC. Et je dois préciser d'ailleurs qu'on a reçu pour les assises nationales un soutien de la DGCA, on vous en remercie, et des DRAC très présentes. Et je vais être un peu provocant, on avait parfois un peu l'impression qu'on arrivait à rassembler ce que les DRAC n'avaient pas la possibilité de faire, c'est-à-dire de créer un dialogue en région que la puissance publique avait du mal à mettre en œuvre. Je n'en tire aucune conclusion, mais on peut continuer à aider les DRAC et le ministère dans cette logique, hein, avec plaisir. Et vraiment, on est très en retard déjà, et je vais me faire enguirlander. Donc Judith, mais vraiment très très rapidement. Très rapidement. Oui, en fait, de concert avec Sylvie, on avait un point que nous n'avons pas abordé. Très rapidement. L'esprit de synthèse qui vous caractérise. Non, mais vraiment très rapidement. Disons qu'il y a une disparition, nous, dans les arts de la rue, des grandes formes, puisque d'un point de vue sanitaire et sécuritaire, il n'est plus permis aux grandes formes d'exister en France. Donc elles s'exportent à l'étranger. Et la deuxième chose, c'est que on a constaté que les achats de plusieurs représentations, on nous demandait en fait de jouer 3 fois en n'étant payé que 2. D'accord. Donc il y a une demande de plus en plus, et je crois que c'est tout secteur confondu, où tout d'un coup ce sont des forfaits, on nous achète une série on doit offrir au moins une représentation. Je suis obligé d'arrêter là, mais jouer 3 fois en étant payé 2, personne ne va accepter ça ici. Et donc merci d'avoir fini sur cette revendication légitime. Sous vos applaudissements, vous quittez le plateau, on passe au chantier suivant. Merci beaucoup. Merci à vous.